Le calme revient petit à petit dans la vie des mutants de l'Institut Xavier après les événements retentissants de Paris. Le professeur Charles Xavier a laissé les commandes de ses équipes à son ennemi d'antan, Magneto, qui dirige personnellement les jeunes, tandis que les adultes hésitent encore sur la conduite à avoir envers lui. Cyclope en particulier ne lui fait pas confiance le moins du monde, et Wolverine ne cesse de provoquer le nouveau maître des lieux pour tâter le terrain. Mais Scott a d'autres chats à fouetter dans l'immédiat. Madeleine a accouché et leur petit garçon se porte comme un charme, faisant la fierté de ses parents et de leurs amis proches. Cependant, Rachel n'a pas vraiment l'esprit à la fête. Elle ignore encore comment révéler à Scott qu'elle est en réalité sa fille issue d'un futur disparu, et ce secret lui pèse bien plus qu'elle ne veut l'admettre. Pendant que Cyclope et Tornade règlent une bonne fois pour toutes la question de qui devra diriger les X-Men, Rachel se met à avoir de troubles pensées qui la poussent à des comportements extrêmes. Comme par exemple, aller défier le Beyonder en personne avec le pouvoir du Phénix en elle, espérant faire le poids et venger toutes les victimes de cet être cosmique au pouvoir divin, ou du moins périr en essayant. Le Beyonder essaye à sa façon d'inculquer une leçon aux X-Men en les faisant affronter des sentinelles adaptatives venues de l'époque de Rachel, mais cela ne fait que les unir davantage face à lui, alors que toute la ville de San Francisco tremble sous les assauts des deux puissances rivales. Pendant ce temps, resté à New York, Diablo désespère et remet sa foi en question face à l'existence d'un être comme le Beyonder sur Terre ou ailleurs dans l'univers. Il manque même de rompre avec Amanda, qui part sans lui laisser le temps de présenter des excuses convenables pour son comportement infect envers elle. L'elfe aura toutefois l'occasion de se rattraper en sauvant de justesse une nouvelle victime du tueur fou Arcade dans son Murder World, se créant ainsi peut-être une porte de sortie vers une nouvelle relation salvatrice. Wolverine, quant à lui, affronte une redoutable ennemie venue du pays du soleil levant, Lady Deathstrike, qui a subi de son plein gré une terrible transformation cybernétique pour faire d'elle l'égale du mutant griffu. Ne désirant s'arrêter qu'à la mort de son ennemi juré, Deathstrike le pousse dans ses retranchements comme jamais auparavant, et Logan ne devra sa survie inespérée qu'à l'aide de l'une des membres de Puissance 4, qui était de passage dans les environs. Refusant d'achever son adversaire, Logan disparaît dans la nuit en laissant derrière lui un amas de chair et de mécanismes divers, à peine à l'état conscient. Maintenant que les affaires concernant le Beyonder semblent réglées pour de bon, Rachel se trouve une autre cible pour défouler sa colère et assouvir son besoin de vengeance. C'est l'aînée, la reine noire du Club des damnés, dont elle rend tous les membres du directoire directement responsables de ce qu'il est advenu de Jean Grey précédemment, première hôte du Phénix avant elle. Les agissements de Rachel vont conduire les X-Men et les Morlocks au bord de la guerre ouverte avec le Club des damnés une nouvelle fois, et alors que le ton monte en plein Central Park et que les esprits s'échauffent, l'arrivée impromptue de la super sentinelle Nemrod semble maintenant menacer tout le monde sur place, bon comme mauvais. Je passe sur le reste des chapitres présents dans ce premier tome de l'année 1986, non parce qu'ils ne sont pas aussi bons que les autres, mais surtout parce qu'ils ont été publiés là par Panini, un peu par défaut, et racontent des histoires qui prennent place bien avant les événements de cette première moitié d'année, en 1982. Pour la forme, disons qu'il s'agit d'un voyage en terre sauvage entre Angel et Spider-Man pour tenter de retrouver Karl Lycos, alias Sauron, et que nos héros vont tomber en pleine guerre territoriale entre les tribus défendues par Khazar et les néo-mutants qui cherchent à les asservir à l'aide d'un rayon dégénérescent. Vous aurez aussi droit au 8e annual de la série Uncanny X-Men, toujours de Chris Claremont, où autour d'un bon feu de camp, les membres des X-Men comme des nouveaux mutants écoutent les histoires fantastiques racontées par Logan et Illyana pour tenter de distraire un peu le groupe et remonter le moral de Kitty Pryde et Ororo, toutes les deux en berne et en proie à leurs émotions contradictoires et douloureuses. Il faudra donc attendre le prochain tome pour connaître la véritable suite du scénario courant sur cette année 86, avec la bataille générale face à Nemrod dans Central Park. Il n'aura pas échappé aux lectrices et lecteurs d'aujourd'hui que ce personnage, Nemrod la super sentinelle, a été réutilisé récemment par Jonathan Hickman et ses suivants durant la longue saga de Krakoa qui a bouleversé le statu quo des mutants comme peu l'ont osé auparavant. On saluera le travail des différents artistes ayant œuvré sur ces quelques numéros de Uncanny X-Men, dont le retour une fois de plus de John Romita Jr., décidément indéboulonnable. Le chapitre consacré au duel entre Wolverine et Lady Deathstrike est dessiné quant à lui par un Barry Windsor Smith en feu, dans un style horrifique vraiment bluffant pour l'époque et dans la droite lignée de ce qu'il avait pu produire il me semble pour Arme X, corrigez-moi si je me trompe. Vous l'aurez compris, bien que cet album a l'air plus fin que d'ordinaire et que les événements racontés soient globalement plus calmes que les années précédentes, il risque fort d'y avoir du grabuge dans la seconde moitié de l'année et rien ne dit que l'ensemble des héros comme des vilains ne subira pas de lourdes pertes face à Nemrod, qui a pour directive primaire de ne faire aucun quartier chez les mutants et qui semble même équipé pour faire face à la force Phénix. De quoi augurer un combat mémorable de plus dans le panthéon des aventures des X-Men.